Parfois, la nature sauvage est le seul endroit où le deuil prend un sens. Après avoir enterré son mari et s'être éloignée d'une famille devenue silencieuse au fil des ans, Monique Rivière, 62 ans, s'était enfoncée seule dans les Cévennes, au cœur du Massif central, ne cherchant rien d'autre que le calme. À l'aube de son 3e jour, un petit louveteau gris apparut sur son sentier. Il boitait et était à moitié mort de faim, mais il refusait de partir. Monique essaya tout pour l'effrayer. Les loups ne suivent pas les humains. Ils ne font pas confiance. Ils ne supplient pas. Alors pourquoi celui-ci ne s'en allait-il pas? Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que cette petite créature l'amènerait à un vieux chalet caché au plus profond de la forêt et à un secret de famille qui changerait tout ce qu'elle croyait savoir de son passé. Monique Rivière avait passé 40 ans à apprendre le langage des Cévennes. Elle connaissait la différence entre le murmure des pins sylvestres et le bruissement des hêtres. Elle pouvait lire la météo dans la couleur du ciel 2 heures avant son arrivée, déchiffrer les nuances d'azur et de gris qui annonçaient la pluie ou le mistral. Elle comprenait quelle crête gardait la neige le plus longtemps et quelles vallées étaient les premières inondées lorsque le printemps finissait par briser l'échine de l'hiver. Ces montagnes avaient été sa salle de classe, son lieu de travail en tant qu'accompagnatrice en montagne, son sanctuaire. Et maintenant, 3 mois après avoir enterré son mari, Pierre, elles étaient son refuge. Le matin où elle quitta le Vigan, dans le Gard, le ciel pesait, bas et gris, sans promesse. Elle avait chargé sa vieille Citroën 2CV en silence, disposant son équipement avec l'efficacité d'une personne qui avait répété ce geste 1000 fois. Le sac à dos de 30 kilos, la tente, le sac de couchage conçu pour des températures négatives. Le réchaud de camping, le filtre à eau, la trousse de premier secours, la corde, son fidèle couteau Opinel, et le carnet de randonnée à la couverture de cuir qu'elle tenait depuis ses 22 ans. Ces pages étaient remplies de décennies d'observations sur les traces d'animaux, les changements climatiques et les pensées silencieuses qui ne viennent que lorsqu'on est seul avec la nature. Son voisin, le vieux Gérard Dubois, se tenait près de sa clôture en ganivelle, la regardant charger la voiture. Il ne demanda ni où elle allait, ni quand elle reviendrait. Il leva simplement une main burinée dans un signe qui disait qu'il comprenait. Dans une ville comme le Vigan, tout le monde était au courant pour Pierre. Crise cardiaque à 64 ans, soudaine comme un coup de foudre, il s'était effondré dans le potager en plantant des tomates, parti avant même l'arrivée du SAMU. Ils avaient été mariés 38 ans. Toutes n'avaient pas été heureuses, mais la plupart avaient été bonnes, solides, bâties sur le travail partagé et un respect mutuel plus que sur la romance. Pierre avait été charpentier, un homme pratique et stable qui réparait les choses. À sa mort, Monique réalisa qu'elle ne savait pas comment réparer le silence qu'il avait laissé derrière lui. Ses enfants n'étaient pas restés longtemps. Lucas vivait à Paris maintenant, travaillait dans la tech, avait 2 enfants que Monique connaissait à peine. Il était resté 3 jours après l'enterrement, mal à l'aise, consultant son téléphone, pressé de retourner à sa vraie vie. Sa fille, Chloé, était venue d'Aix-en-Provence, avait pleuré pendant la cérémonie et était repartie le lendemain, son deuil ponctué de promesses de visites rapides que Monique savait vides. Ils appelleraient pour les fêtes, peut-être. La distance entre eux s'était creusée lentement, au fil des ans, et Monique ne pouvait pas dire quand cela avait commencé. Peut-être quand ils étaient partis à l'université et avaient compris que leur mère était plus à l'aise dans les étendues sauvages qu'au match de foot. Peut-être quand ils avaient fondé leur propre famille et qu'elle ne savait pas comment être la grand-mère qui fait des gâteaux et se souvient des anniversaires. Elle les aimait farouchement, mais n'avait jamais appris à le montrer d'une manière qu'ils comprenaient. Alors, quand la maison devint trop silencieuse, que les outils de Pierre pendaient encore dans le garage et que sa tasse à café trônait encore sur le comptoir parce qu'elle ne pouvait se résoudre à la ranger, Monique fit ce qu'elle avait toujours fait lorsque la vie devenait trop lourde. Elle partit dans les montagnes. Elle conduisit sur la route départementale sinueuse aussi loin que possible, puis emprunta un chemin forestier jusqu'à ce qu'il s'arrête net. Elle endossa son sac et commença à marcher. Le début du sentier était familier, usé par ses chaussures de marche. Au cours de décennies de guidage, elle avait amené d'innombrables personnes dans cet arrière-pays, des jeunes mariés en quête d'aventure, des groupes d'entreprises en séminaire, des retraités qui cochaient les parcs nationaux sur leur liste. Elle leur avait appris à suspendre les sacs de nourriture pour les protéger des animaux et à lire les cartes topographiques de l'IGN. Elle leur avait montré où trouver des fraises des bois en juillet et expliqué pourquoi il ne fallait jamais camper dans un ravin lorsque l'orage menaçait. Mais elle n'était pas partie seule, vraiment seule, depuis des années. Pierre s'inquiétait. Il lui avait fait promettre de toujours déposer un plan de route, d'emporter le téléphone satellite,
de donner des nouvelles. Par habitude, elle avait laissé son itinéraire à la gendarmerie, mais le téléphone satellite était resté dans un tiroir à la maison. Elle ne voulait pas que quelqu'un s'inquiète. Elle ne voulait ni question, ni sollicitude. Elle voulait le genre de silence qui n'existe que lorsqu'on est à des jours de la route la plus proche. Le premier jour, elle marcha 20 km. Le rythme revint facilement, la cadence régulière, la façon de respirer en harmonie avec le terrain, la concentration qui se réduit à rien d'autre que le sentier devant soi et le poids sur le dos. Ses genoux lui faisaient plus mal qu'avant. Ses épaules seraient douloureuses demain, mais cette douleur familière était presque bienvenue. Elle était propre, honnête, méritée. Elle installa son camp ce soir-là près d'un ruisseau où elle avait campé une centaine de fois, le ruisseau de la Dormeuse. Le rituel était automatique. Monter la tente, filtrer de l'eau, faire bouillir de l'eau pour le repas lyophilisé qui avait toujours le même goût mais remplissait l'estomac. Suspendre le sac de nourriture. S'asseoir sur un rocher et regarder la lumière décliner pendant que son corps s'installait dans l'épuisement, la seule chose qui lui permettait encore de dormir. Elle sortit son carnet de randonnée alors que la dernière lueur quittait le ciel. Le stylo était familier dans sa main. Elle avait rempli 11 de ses carnets en 40 ans, chacun documentant des voyages et des observations, des croquis de traces d'animaux, des notes sur l'état des sentiers. Ils étaient alignés sur une étagère à la maison, le témoignage d'une vie vécue principalement à l'extérieur. Aujourd'hui, elle écrivit, jour 1. 20 km jusqu'au ruisseau de la Dormeuse. Temps clair, froid. Traces fraîches de sanglier. Pierre aurait aimé cet endroit. Nous avons campé ici pour notre 2e anniversaire. Elle s'arrêta, fixa les mots. C'était la première fois qu'elle écrivait son nom depuis sa mort. Sa main trembla légèrement. Elle referma le carnet et le rangea. Le 2e jour fut plus difficile. Son corps protestait contre le sac, l'altitude, le froid qui s'insinuait dans ses os le matin. Elle avait 62 ans et elle le sentait, mais elle continua, grimpant régulièrement vers les hauts plateaux. Le sentier s'amenuisait, devenait moins entretenu. C'était la zone de transition, où les randonneurs occasionnels font demi-tour et où seuls les plus déterminés continuent. Le soir, elle avait parcouru encore 15 km. Elle était assez loin maintenant pour que le silence soit total. Pas de bruit de moteur d'avion, pas de bourdonnement lointain d'autoroute, juste le vent, l'eau et les petits bruits d'une forêt s'installant pour la nuit. Elle campa dans une forêt de pins et mangea son dîner sans en sentir le goût. Cette nuit-là, allongée dans sa tente, elle se laissa pleurer pour la première fois depuis l'enterrement. Cela vint par vagues, déchirant et silencieux, son visage enfoui dans son sac de couchage. Elle pleura Pierre, la maison vide, ses enfants devenus des étrangers, toutes ces années qui avaient filé sans qu'elle y prête attention. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus rien, puis s'endormit, le visage encore humide. Le 3e matin, elle se réveilla avec du givre sur la tente, son souffle formant un nuage dans le froid. Son corps était endolori de partout. Un instant, elle songea à rebrousser chemin. Ce voyage était censé aider, lui apporter de la clarté ou de la paix, ou quoi que ce soit que les gens trouvent lorsqu'ils partent dans la nature pour mettre de l'ordre dans leur vie. Pour l'instant, elle se sentait juste seule. Elle sortit de la tente, raide et douloureuse, et commença à préparer du café sur son réchaud. L'air du matin sentait le pin, la pierre et le vide pur de la haute altitude. Elle était à près de 2400 mètres maintenant, au-dessus de la plupart des arbres, dans la zone de transition rocheuse avant la limite des arbres. C'est là qu'elle le vit. À 30 mètres de là, au bord de la clairière, se tenait un louveteau. Petit, peut-être 4 mois, avec une fourrure gris-brun et des pattes surdimensionnées. Il se tenait parfaitement immobile, l'observant avec des yeux jaunes pâles qui contenaient plus d'intelligence que n'importe quel chien domestique qu'elle ait jamais vu. Monique se figea. Les loups étaient rares dans ces montagnes maintenant, bien qu'ils aient fait leur retour au cours de la dernière décennie. Elle les avait vus quelques fois au fil des ans. Toujours à distance, toujours de manière fugace. Ils n'approchaient pas les humains. Ils ne s'attardaient pas. Ils ne se tenaient certainement pas là à la fixer comme celui-ci le faisait. Elle frappa vivement dans ses mains. « Allez, oust !» Le louveteau tressaillit, mais ne s'enfuit pas. Il recula de 2 pas, la regardant toujours. Elle ramassa un bâton et le lança. « Va-t'en !» Le louveteau esquiva le bâton, recula de quelques pas de plus, puis s'assit. Simplement assis là, la regardant de ses yeux troublants. Monique le dévisagea.
quelque chose n'allait pas. Elle le voyait maintenant. Il était trop maigre, ses côtes visibles à travers sa fourrure, et il ménageait sa patte avant droite, ne mettant pas tout son poids dessus. Jeune, seul, blessé. La meute avait dû l'abandonner. Il ne survivrait pas seul. Mais ce n'était pas son problème. Les loups étaient des animaux sauvages. On n'interférait pas. On ne les nourrissait surtout pas et on ne les encourageait pas à associer les humains à la nourriture. C'était la règle numéro 1. Elle lui tourna délibérément le dos, finit son café, démonta son camp. Lorsqu'elle endossa son sac et commença à marcher, elle ne se retourna pas. Le louveteau partirait. Il le devait. À la mi-journée, elle sut qu'il la suivait. Elle apercevait des éclairs de gris se déplaçant à travers les arbres, à 50 mètres derrière. Toujours à distance, toujours prudent. Elle s'arrêta plusieurs fois et tenta de l'effrayer, criant, jetant des pierres, se faisant grande et menaçante. Chaque fois, il se retirait, attendait, puis reprenait sa filature quand elle recommençait à marcher. Cela n'avait aucun sens. Les loups ne faisaient pas ça. Même les louveteaux avaient une méfiance instinctive des humains. Celui-ci aurait dû être terrifié par elle. Au lieu de cela, il la suivait comme s'il avait décidé quelle était la seule option qui lui restait. Le soir, en installant son camp, elle avait renoncé à essayer de le chasser. Il s'assit au bord de la clairière, la regardant monter sa tente. Elle pouvait le voir clairement maintenant dans la lumière du soir, définitivement blessé. Cette patte droite était enflée, certainement affamée. Son ventre était creux, sa fourrure terne. Il ne pouvait pas chasser correctement avec cette blessure et il était trop jeune pour savoir survivre seul. Monique mangea son dîner, essayant d'ignorer ses yeux jaunes qui observaient chaque bouchée. En suspendant son sac de nourriture, elle hésita, puis laissa quelques morceaux de saucisson sec sur un rocher au bord du camp avant de se retirer dans sa tente. Elle resta éveillée, à l'écoute. Au bout d'un moment, elle entendit le bruit doux du louveteau qui approchait, le claquement rapide des mâchoires prenant la nourriture. Puis le silence. Elle s'endormit avec l'étrange certitude que, pour la première fois en 3 mois, elle n'était pas entièrement seule. Le 4e matin, le louveteau était toujours là. Il avait passé la nuit au bord de son camp, enroulé en boule serrée près d'une bûche tombée. Lorsque Monique sortit de sa tente, il leva la tête mais ne bougea pas. Dans la lumière matinale, elle pouvait le voir plus clairement. La fourrure emmêlée, les yeux ternes, le tremblement qui n'était pas entièrement dû au froid. Il mourait lentement, et il semblait le savoir. Elle aurait dû remballer et continuer sa route. Au lieu de cela, elle se retrouva à étudier la patte blessée. Le gonflement suggérait une infection, probablement due à une épine ou une morsure qui s'était aggravée. Sans traitement, le louveteau serait mort en 1 semaine, peut-être moins. C'est une mauvaise idée, dit-elle à voix haute. Les oreilles du louveteau pivotèrent vers sa voix, mais il ne bougea pas. Tu le sais, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'occuper de toi. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Le louveteau la regardait simplement de ses yeux pâles et troublants. Monique soupira, fouilla dans sa trousse de premiers secours et en sortit une pommade antibiotique et de la gaze propre. Elle s'approcha lentement, parlant d'une voix basse et régulière. Le louveteau se tendit, mais ne s'enfuit pas. Lorsqu'elle s'agenouilla à 1 mètre de lui, il grogna. Un son faible qui aurait été menaçant s'il venait d'un adulte en bonne santé, mais qui sonnait juste désespéré venant de ce jeune affamé. Doucement, murmura Monique. J'essaie de t'aider. Elle lança un morceau de saucisson entre eux. Le louveteau se jeta dessus, l'avala d'un coup. Elle en lança un autre, plus près d'elle. Le louveteau hésita, puis s'avança à pas de louer le prix. Ils répétèrent cette danse jusqu'à ce que le louveteau soit assez proche pour que Monique puisse, lentement, prudemment, tendre la main et toucher sa patte blessée. Le louveteau gémit et tenta de se dégager, mais Monique tint bon, sa voix stable et calme. Je sais que ça fait mal. Je sais. Laisse-moi voir. Elle travailla rapidement, nettoyant la plaie du mieux qu'elle pouvait, appliquant la pommade antibiotique, enroulant la patte dans de la gaze. Le louveteau gémissait et tremblait, mais ne mordit pas. Quand elle eut fini, elle le lâcha et recula. Le louveteau se retira de quelques pas, puis s'assit et commença à lécher le bandage. Laisse ça tranquille, dit Monique. Laisse-le agir. Elle prépara du café et prit son petit déjeuner pendant que le louveteau observait. Cette fois,
elle laissa délibérément une plus grande portion de nourriture. Le louveteau la dévora avec une intensité qui lui serra la poitrine. Depuis quand n'avait-il pas mangé? Des jours? Plus longtemps? Alors que Monique démontait le camp, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Autour du cou du louveteau, à peine visible sous la fourrure emmêlée, se trouvait un bout de corde. Pas naturel, pas attrapé accidentellement. Quelqu'un avait mis un collier à ce loup. Elle s'approcha de nouveau, plus confiante maintenant. Le louveteau le permit, trop épuisé pour protester. Monique examina la corde attentivement. Elle était effilochée et vieille, sur l'animal depuis des semaines au moins. Elle la fit passer par-dessus la tête du louveteau et la tint à la lumière. Juste une simple corde, du genre qu'on peut acheter dans n'importe quelle quincaillerie. Mais le nœud était délibéré. Quelqu'un avait gardé ce loup. Quelqu'un l'avait suffisamment manipulé pour qu'il n'ait pas la pure sauvagerie qu'il aurait dû avoir. « D'où viens-tu » demanda doucement Monique. « Qui t'avait » Le louveteau la fixa simplement. Elle glissa la corde dans son sac, sans trop savoir pourquoi. La preuve de quelque chose, bien qu'elle ne sût pas de quoi. Puis elle commença à marcher. Le louveteau suivait de plus près maintenant, boitant sur 3 pattes, mais déterminé. À la mi-journée, Monique réalisa qu'elle avait renoncé à l'effrayer. Le louveteau, elle avait commencé à l'appeler pisteur dans sa tête, sans encore avoir prononcé le nom à voix haute, faisait simplement partie du paysage maintenant. Il suivait à 10 mètres derrière, s'arrêtait quand elle s'arrêtait, se reposait quand elle se reposait. Quand elle traversa un ruisseau, il traversa aussi, bien que l'eau froide le fît gémir. Ils campèrent ce soir-là dans une prairie que Monique avait visitée d'innombrables fois au fil des ans. Ça avait toujours été l'un de ses endroits préférés, une clairière naturelle entourée de pins et de hêtres avec une vue sur les hauts sommets à l'est. Elle avait amené des clients ici, leur avait montré comment identifier les constellations et expliquer pourquoi l'herbe de la prairie poussait en suivant d'anciennes pistes de gibier. Ce soir, elle monta sa tente, filtra de l'eau et prépara le dîner pendant que Pisteur observait depuis le bord de la clairière. Lorsqu'elle déposa délibérément de la nourriture, le louveteau s'approcha sans hésitation maintenant, mangea rapidement, puis se retira à une distance respectueuse. Il apprenait la routine, comprenant qu'elle était une source de nourriture et de sécurité relative. Alors que l'obscurité tombait et que la température chutait, Pisteur se glissa plus près de la tente. Au moment où Monique se glissa dans son sac de couchage, le louveteau était enroulé juste devant la porte de la tente, assez près pour qu'elle puisse entendre sa respiration. Elle resta éveillée, écoutant les petits bruits qu'il faisait, et sentit quelque chose de familier s'agiter dans sa poitrine. Pas tout à fait de l'espoir, mais quelque chose d'adjacent. Un but, peut-être, ou juste le simple fait d'être nécessaire à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Le lendemain matin, Pisteur était toujours là. Sa patte semblait déjà mieux. Le gonflement avait diminué. Il observait Monique avec moins de méfiance maintenant, plus de curiosité. Quand elle commença à marcher, il suivit sans hésitation. Ils trouvèrent un rythme au cours des 2 jours suivants. Marcher, se reposer, camper. Elle changeait le bandage de Pisteur chaque soir, et le louveteau le permettait avec une confiance croissante. Elle se surprit à lui parler pendant qu'il marchait, comblant le silence d'observation sur le paysage, de pensées sur Pierre, de souvenirs de randonnées guidées d'il y a des années. Pisteur ne répondait jamais, il suivait simplement de son allure régulière à 3 pattes. Le 6e jour, quelque chose changea. Ils avaient traversé un territoire familier, suivant des sentiers balisés que Monique connaissait aussi bien que les lignes de sa propre main. Mais en fin d'après-midi, Pisteur arrêta de suivre. Au lieu de cela, il passa devant, s'arrêta à une sente qui bifurquait du chemin principal et regarda Monique. « Mauvais chemin, dit Monique. On va par là. » Pisteur ne bougea pas, se contentant de la regarder, puis de regarder la sente. Monique fronça les sourcils. La sente menait vers le nord-est, plus profondément dans l'arrière-pays, vers un terrain qu'elle connaissait moins bien. Il n'y avait rien là-haut que des forêts denses et finalement la limite de la réserve naturelle. Aucune raison d'aller dans cette direction. « Allez, viens, dit-elle, continuant sur le sentier principal. Pisteur ne suivit pas. Quand Monique se retourna, le louveteau était toujours à la jonction, la regardant. Après un moment, il aboya une fois, un son sec qui résonna à travers les arbres. Monique s'arrêta. Les loups n'aboient pas. Les chiens aboient, mais les loups. Les loups vocalisent différemment.
Hurlements, gémissements, grognements, mais pas l'aboiement sec et délibéré d'un animal domestique essayant de communiquer avec un humain. Elle revint sur ses pas. Le louveteau s'engagea immédiatement sur la sente, se retourna, attendit. « Tu veux que j'aille par là » dit lentement Monique. « Pourquoi » Pister aboya de nouveau, puis trottina de quelques pas sur le sentier. Chaque instinct disait à Monique que c'était insensé. Suivre un louveteau dans un territoire inconnu, dévier de son itinéraire prévu, tout ça parce qu'un animal blessé semblait avoir une opinion sur leur destination. C'était le genre de décision qui menait les gens à se perdre ou à se blesser dans la nature. Mais elle pensa au collier de corde. Quelqu'un avait manipulé ce loup. Quelqu'un l'avait gardé, puis l'avait soit relâché, soit perdu. Et d'une manière ou d'une autre, il l'avait trouvé, elle spécifiquement, l'avait suivi, elle spécifiquement, dans des montagnes assez vastes pour engloutir une personne. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Elle sortit sa carte topographique et l'étudia. La sente que Pister voulait suivre se dirigeait vers un ravin qu'elle n'avait visité qu'une ou 2 fois en 40 ans. Un terrain escarpé, une forêt dense, aucune raison d'y aller à moins de chasser le sanglier ou de chercher la solitude. Mais en traçant les courbes de niveau avec son doigt, quelque chose la tarauda. Un souvenir diffus. Elle fouilla dans son sac, déplaçant son équipement jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Une vieille carte qu'elle ne se souvenait pas d'avoir emballée. Elle était jaunie et plissée, le papier doux avec l'âge. La carte de son père, réalisa T.L. Jean Rivière avait été guide de montagne aussi, lui avait appris tout ce qu'elle savait. Il était mort il y a 10 ans, et elle avait hérité de son vieil équipement, de ses notes, de ses cartes. Celle-ci était couverte de marques au crayon, d'annotations de l'écriture serrée de son père, état des sentiers, sources d'eau, bons endroits pour camper. Et dans la zone que Pister voulait lui faire explorer, plusieurs croix sans explication, juste des croix regroupées comme des marqueurs pour quelque chose d'important. Elle fixa ses marques, essayant de se souvenir. Son père avait-il déjà parlé de cette région? Y étaient-ils déjà allés ensemble? Elle leva les yeux vers Pister. Le louveteau attendait patiemment, la regardant de ses yeux jaunes intelligents. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas » dit doucement Monique. « Tu essaies de me montrer quelque chose. » La queue de Pister remua une fois, un mouvement timide. Monique plia la carte, prit une décision. « D'accord, on va essayer à ta façon. Mais ça a intérêt à être important. » Elle s'engagea sur la sente, et Pister trottina immédiatement devant, se déplaçant avec plus d'énergie qu'elle n'en avait encore vu chez le louveteau blessé. Quelle que soit la destination, Pister la connaissait, et avait besoin qu'elle la connaisse aussi. Ils marchèrent jusqu'à la tombée de la nuit, suivant le sentier étroit à travers une forêt de plus en plus dense. Quand ils installèrent enfin leur camp, Monique était dans un territoire qu'elle reconnaissait à peine. Les montagnes semblaient différentes ici, les arbres plus vieux et plus serrés. Mais Pister semblait confiant, détendu même, comme s'il se dirigeait vers la maison. Le paysage changea au cours des 3 jours suivants. Ils descendirent dans un ravin épais de forêts anciennes, avec des arbres si larges que 3 personnes n'auraient pu en faire le tour. Le sous-bois était dense, et le sentier, si on pouvait l'appeler ainsi, exigeait une attention constante. Monique se surprit à compter sur Pister pour choisir le chemin. Le louveteau naviguait avec une certitude qui suggérait une familiarité. La patte de Pister guérissait bien. Le bandage était tombé au 8e jour, et bien que le louveteau favorisât encore légèrement la patte, il ne boitait plus. Son pelage avait retrouvé un peu de son lustre grâce à une alimentation régulière, et ses yeux s'étaient éclaircis. Il était encore maigre, encore trop jeune pour prospérer seul. Mais il survivait. Ils avaient établi un partenariat confortable. Pister explorait devant pendant la journée, disparaissant occasionnellement dans les broussailles pour enquêter sur quelque chose que lui seul pouvait sentir, mais revenant toujours sur ses pas. La nuit, le louveteau dormait près de la tente de Monique, parfois si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur à travers le tissu. Elle avait renoncé à prétendre qu'elle n'y était pas attachée. Le 9e matin, Monique était assise près de son réchaud, se réchauffant les mains sur une tasse de café, tandis que Pister rongeait un morceau de viande séchée. Le louveteau avait complètement appris sa routine maintenant, savait quand elle remballerait, quand il marcherait, quand elle s'arrêterait pour se reposer. Il était presque domestique, à l'exception de la sauvagerie qui scintillait encore dans ses yeux quand il entendait des bruits dans la forêt. Elle sortit la photographie qu'elle avait découverte la veille au soir.
Elle était dans la poche intérieure de sa veste, nichée dans un pli qu'elle utilisait rarement. Elle ne se souvenait pas l'avoir mise là. La photo était vieille. Les couleurs fanées, les bords doux avec l'âge. Elle montrait une jeune fille, peut-être 8 ans, debout avec son père et un garçon plus âgé devant un chalet en rondin. La fille était sans équivoque Monique. Elle reconnut son propre sourire aux dents de lait, ses cheveux noirs et sauvages. Son père avait l'air plus jeune qu'elle ne pouvait vraiment se le rappeler. Son visage sans rides, ses cheveux encore foncés. Et le garçon, son frère, Nicolas. Le souffle de Monique se coupa. Elle avait un frère. Elle avait eu un frère. Il était mort quand elle était jeune, et la famille n'en avait jamais vraiment parlé par la suite. Le silence autour de sa mort avait été si complet qu'elle avait appris à ne pas poser de questions. Et au fil des ans, les souvenirs s'étaient estompés jusqu'à devenir plus des rêves que de véritables expériences. Mais voici la preuve. Nicolas avait été réel. Il était grand, même enfant, mince et aux cheveux noirs comme leur père. Sur la photo, il souriait, une main sur l'épaule de la jeune Monique dans un geste protecteur de grand frère. Il avait peut-être 14 ou 15 ans. Quel âge avait-elle quand il est mort? 11? 12? Les détails étaient flous, délibérément oubliés. Et derrière eux sur la photo, un chalet, en rondin, petit avec un porche couvert et une cheminée en pierre. Un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Où l'avait-elle? Plus elle le fixait, plus quelque chose s'agitait dans sa mémoire. Une sensation plus qu'une image. La chaleur de l'été, l'odeur du pain, des rires, le sentiment d'être en sécurité. Pister s'approcha et renifla la photographie, puis leva les yeux vers Monique avec ce qui semblait être de l'attente. « Tu sais pour ça, n'est-ce pas ?» dit doucement Monique. « C'est là que tu m'emmènes. » La queue de Pister remua. Elle étudia de nouveau la photo, essayant de tirer plus de détails de l'image fanée. Il y avait des montagnes en arrière-plan, mais cela n'aidait pas. Il y avait des montagnes partout ici. Pas d'autres points de repère, pas de signes ou de caractéristiques identifiables. Juste un chalet dans la forêt et 3 personnes qui avaient l'air heureuses. Quand cela avait-il été pris? L'été, évidemment, d'après leurs vêtements. Elle avait peut-être 8 ans, ce qui aurait fait. Elle compta à rebours. 1971, il y a plus de 50 ans. S'il y avait eu un chalet familial, pourquoi ne s'en souvenait-elle pas clairement? Pourquoi avait-il cessé d'y aller? Qu'était-il arrivé à Nicolas? Elle remit la photo dans sa poche et regarda Pister. « C'est de là que tu viens? Du chalet? » Pister se leva, s'étira et commença à trotter sur le sentier sans se retourner. Une réponse claire, si l'on choisissait de la lire ainsi. Ils marchèrent 6 heures ce jour-là, suivant la direction confiante de Pister à travers un terrain qui devenait de plus en plus inconnu. Monique consulta à plusieurs reprises la carte de son père, essayant de faire correspondre les points de repère avec les croix au crayon. Ils approchaient. Elle pouvait le sentir, bien qu'elle n'aurait pas pu expliquer comment. En fin d'après-midi, ils arrivèrent à un ruisseau. Il était plus large que la plupart de ceux qu'ils avaient traversés, coulant vite et froid avec la fonte des neiges des hauts plateaux. Pister s'arrêta sur la rive, renifla l'air, puis entra dans l'eau sans hésitation. L'eau lui arriva à la poitrine, mais le louveteau traversa, grimpa sur la rive opposée et s'ébroua. Monique suivit, l'eau glacée la faisant halter même à travers ses chaussures. Alors qu'elle grimpait sur la rive opposée, Pister aboya une fois et gratta quelque chose dans la boue. C'était un jouet, un petit camion en métal, rouillé et à moitié enfoui, mais indubitable. Un petit modèle de Citroën. Monique s'agenouilla et le dégagea, ses mains tremblantes. Elle connaissait ce camion. Le souvenir la frappa comme un coup. Nicolas jouant avec, faisant des bruits de moteur, le faisant rouler dans la terre. Il adorait les camions, en avait collectionné une douzaine, les gardait alignés sur une étagère dans sa chambre. Celui-ci avait été son préféré. Peinture rouge, bien que la plupart se soient écaillés maintenant. Elle en avait été jalouse une fois, avait demandé si elle pouvait jouer avec, et Nicolas avait dit oui, mais lui avait fait promettre d'être prudente. Elle le retourna dans ses mains, sentant le poids des décennies entre alors et maintenant. Nicolas avait été ici. Cet endroit, où qu'il soit, avait été réel. Le chalet sur la photo était réel. Et elle avait été ici aussi, jeune et insouciante,
ne sachant pas que ceux-ci deviendraient des souvenirs perdus qu'elle devrait excaver de la boue de son propre esprit. On passait les étés ici, dit-elle à voix haute, les mots semblant vrais alors qu'elle les prononçait. Toute la famille, maman et papa et Nicolas et moi. C'était notre endroit. Pister était assis, la regardant, patient et calme. Mais pourquoi avons-nous arrêté de venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ruisseau gargouillait, n'offrant aucune réponse. Monique empocha le camion à côté de la photographie et se leva. Le soleil baissait. Ils devraient bientôt camper, mais elle sentait qu'ils étaient proches maintenant. Quelle que soit la chose vers laquelle Pister la menait, elle était proche. Ils trouvèrent un endroit plat à 50 mètres du ruisseau et installèrent le camp. Monique travaillait mécaniquement, son esprit ailleurs, passant au crible des fragments de mémoire. Elle se souvenait de cette forêt. Elle en était presque certaine. La façon dont la lumière filtrait à travers les arbres, l'odeur de la terre après la pluie, le son d'une porte moustiquaire qui claque. Mais les souvenirs étaient dispersés, incomplets, comme un puzzle dont la moitié des pièces manquait. Cette nuit-là, elle sortit de nouveau la carte de son père et l'étudia à la lampe de poche. Les croix étaient regroupées dans cette zone, à moins de 2 kilomètres de leur campement. Son père était revenu ici, avait documenté quelque chose. Mais quand et pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé? Elle ouvrit son carnet de randonnée à une nouvelle page et commença à écrire, essayant de capturer les pensées tourbillonnantes avant qu'elles ne s'effacent. La photo, le petit camion, le visage de Nicolas, qu'elle pouvait à peine se rappeler maintenant malgré l'avoir vu sur la photo, le chalet qui existait quelque part dans sa mémoire, et quelque part dans ces montagnes, attendant d'être trouvé. Pister était couché contre le côté de la tente, assez près pour que Monique sente son poids contre le tissu. Elle trouva le contact réconfortant. Depuis des semaines, elle était seule avec son deuil, tournant en rond comme dans un tourbillon, incapable de trouver une prise. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Le deuil était toujours là, pour Pierre, pour ses enfants lointains, pour toutes les années qui avaient passé sans qu'elle s'en aperçoive. Mais à côté, il y avait autre chose. De la curiosité, peut-être, ou un but. Le simple fait d'un mystère à résoudre. Elle ferma le carnet et éteignit la lampe de poche. Demain, il trouverait le chalet. Elle en était sûre. Pister savait où il était. Il avait mené depuis le début. Et quand il le trouverait, peut-être comprendrait-elle enfin pourquoi sa famille avait effacé cet endroit de leur histoire. Peut-être comprendrait-elle ce qui était arrivé à Nicolas, comment il était mort, pourquoi son nom était devenu quelque chose dont on ne parlait pas. Ou peut-être trouverait-elle juste un vieux chalet abandonné et une poignée de souvenirs en ruine. Mais dans tous les cas, elle devait savoir. Elle s'endormit en écoutant la respiration de Pister et le bruit du ruisseau, et rêva de jours d'été, du rire d'un frère et de la sensation d'être assez jeune pour croire que rien de mal n'arriverait jamais. Ils trouvèrent le chalet le 10e jour. Pister la guida sur une pente douce, à travers une forêt de pins si dense que le sol était tapissé de décennies d'aiguilles. Les arbres s'ouvrirent soudainement sur une clairière, et il était là. Exactement comme sur la photographie, bien que plus vieux maintenant, patiné et usé par 50 ans de météo montagnarde. Monique s'arrêta au bord de la clairière, le cœur battant à tout rompre. Le chalet se dressait en silence, ses murs en rondins argentés par l'âge, le toit légèrement affaissé mais toujours intact. Le porche où ils avaient posé pour la photo était toujours là, les planches grises et déformées. La cheminée en pierre s'élevait du centre de la structure, quelques pierres manquantes près du sommet, mais sinon solides. Les fenêtres, sombres et vides, la fixaient comme des yeux vacants. Pister trottina directement vers le chalet, monta les marches du porche sans hésitation et gratta à la porte. « Tu es déjà venu ici » dit Monique, sa voix à peine un murmure. « C'est ta maison, n'est-ce pas? Quelqu'un ici t'avait. » Elle s'approcha lentement, s'attendant à moitié à ce que le chalet disparaisse comme un mirage. Mais il resta solide, réel, attendant. Au bord de la clairière, elle repéra un panneau en bois patiné suspendu à un poteau. Chalet de la famille Rivière. Gravé dans le bois en dessous se trouvaient 4 noms. Jean, Marie, Nicolas, Monique. Elle tendit la main et toucha le panneau, traçant son propre nom avec un doigt. Marie, sa mère. Elle était morte il y a 12 ans, un cancer l'emportant lentement. Monique s'était occupée d'elle à la fin, mais leur relation n'avait jamais été chaleureuse. Sa mère avait été distante, enfermée derrière des murs que Monique n'avait jamais appris à franchir.
En regardant le panneau maintenant, Monique se demanda si ces murs n'avaient pas été construits ici, en ce lieu. Pister aboya impatiemment depuis le porche. « J'arrive, dit Monique. La porte n'était pas verrouillée. Elle n'avait pas de serrure du tout, juste un simple loquet. Elle le souleva et poussa. La porte pivota vers l'intérieur avec un grincement de vieille charnière, et des grains de poussière tourbillonnèrent dans le puits de lumière qui tombait sur le seuil. À l'intérieur, le chalet était figé dans le temps. Les meubles étaient exactement là où ils avaient été laissés. Une table en bois avec 4 chaises, un canapé au coussin délavé, un fauteuil à bascule près de la cheminée. Un coin cuisine le long d'un mur avec une pompe à main au-dessus d'un évier en étain. 2 portes menaient à ce qui devait être des chambres. Tout était couvert d'une épaisse couche de poussière, mais préservé. Monique entra lentement, Pister sur ses talons. L'air sentait le vieux bois, la poussière et l'abandon. Mais en dessous, elle pouvait presque sentir d'autres choses. Le café, la fumée de bois, le savon de sa mère. Sur les murs pendaient des photographies dans des cadres simples. Elle en reconnut certaines, la photo de mariage de ses parents, une photo de son grand-père. Mais dans un coin, à hauteur d'enfant, elle trouva des dessins d'enfants épinglés au mur en rondin. Des images grossières au crayon de cire et au crayon à papier. Elle reconnut sa propre écriture enfantine sur l'un d'eux. Monique, 7 ans. Et à côté, en lettres plus soignées, Nicolas, 13 ans. Le meilleur été de tous les temps. Elle toucha le dessin, ses doigts tremblants. C'était leur endroit spécial. La famille venait ici pour les étés, des semaines entières. Elle s'en souvenait maintenant, les souvenirs affluents. Nager dans le ruisseau, aider son père à couper du bois, Nicolas lui apprenant à faire des ricochets. De longues soirées autour de la cheminée. Ils avaient été heureux ici. Pister s'était déplacé dans le coin le plus éloigné et grattait quelque chose. Monique traversa pour voir et trouva un grand coffre en bois avec des coins en métal et un lourd cadenas. Pister le grattait avec persistance, en gémissant. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda Monique. « Qu'est-ce que tu veux que je trouve » Elle essaya le cadenas, mais il tenait bon. Tout le reste dans le chalet avait été laissé ouvert, mais celui-ci était fermé à clé délibérément. Quelque chose que quelqu'un avait voulu protéger ou cacher. Elle explora plus loin. La première chambre contenait un lit double, une commode avec des tiroirs de vêtements pliés. La chambre de ses parents. La deuxième chambre avait des lits superposés. Elle avait dormi dans le lit du bas, se souvint-elle soudain. Nicolas avait celui du haut. Sur le lit de Nicolas, elle trouva un oreiller avec une taie de super-héros délavée. Batman. Il adorait Batman. Elle le prit, le serra contre sa poitrine et se laissa pleurer pour le frère qu'elle avait oublié. Pister apparut dans l'embrasure de la porte et gémit doucement. « Ça va » dit Monique, essuyant ses yeux. « Je l'ai juste oublié. J'ai oublié tout ça. » Elle reposa l'oreiller et retourna dans la pièce principale. Le coffre était toujours dans le coin, verrouillé. Pister était couché à côté, la regardant. « La clé » dit Monique. « Où l'aurait-il gardée » Elle chercha systématiquement, vérifia les tiroirs, les étagères, derrière les cadres. Rien. La clé avait été soit emportée, soit cachée. Finalement, elle sortit. Le soleil avait dépassé son zénith. Elle fit le tour du chalet, l'étudiant. Derrière la structure, elle trouva une petite remise. À l'intérieur se trouvait exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des outils, de l'équipement. Elle était sur le point de se détourner quand quelque chose attira son œil. Une boîte de pêche sur une étagère. Elle la descendit et l'ouvrit. À l'intérieur, au milieu de violeurs, se trouvait une petite clé en laiton. Son cœur bondit. Elle la rapporta au chalet, s'agenouilla près du coffre et l'essaya dans le cadenas. Elle glissa en douceur, cliqua, et le cadenas s'ouvrit. À l'intérieur du coffre se trouvaient des papiers, des journaux intimes, des lettres, des photographies. Un livre relié en cuir qui ressemblait à un journal intime. Au fond, enveloppé dans de la toile cirée, se trouvait un couteau de chasse dans un fourreau usé. Gravé sur le manche, NL. Nicolas Lambert. Pister se pressa contre elle. Monique posa le couteau et attrapa le journal. Elle l'ouvrit à la première entrée, écrite d'une écriture d'adolescent. 15 juin 1977. Papa nous a emmenés au chalet aujourd'hui.
Monique est excitée. Elle adore toujours cet endroit. Elle tourna les pages, parcourant les entrées. Nicolas écrivant sur la pêche, la randonnée, enseignant des choses à sa petite sœur. Des trucs normaux d'été. Mais le ton des entrées changea. 3 juillet 1977. J'ai trouvé quelque chose d'étrange aujourd'hui sur la crête. Des pièges, mais pas légaux. Papa dit de ne pas y toucher. Il a l'air effrayé. 10 juillet 1977. Papa est retourné voir les pièges. Il ne veut pas me dire ce qui se passe, mais je l'ai suivi. Il prenait des photos. 18 juillet 1977. J'ai entendu des voix la nuit dernière. Des hommes en colère. Papa nous a dit de rester à l'intérieur. Après leur départ, il a dit qu'on pourrait rentrer plus tôt. Des peaux de loup dans leur camion. Le sang. Les mains de Monique tremblaient. Elle tourna les pages. 2 août 1977. Dernier jour au chalet. Papa dit qu'on ne reviendra pas. Je sais que c'est à cause des hommes qui tuent les loups. Il a peur. Les entrées s'arrêtaient là. Mais dans le coffre se trouvaient d'autres papiers. Des lettres écrites par son père des années plus tard. Elle en sortit une. Marie, je ne peux pas m'empêcher de penser à cet été, à ce que Nicolas a vu. J'aurais dû le signaler. Au lieu de ça, j'ai fui. Et maintenant? La lettre se terminait inachevée. L'esprit de Monique s'emballa. Nicolas avait découvert des braconniers. Son père le savait mais ne l'avait pas signalé. Ils avaient abandonné le chalet. Et Nicolas? Elle sortit d'autres papiers. Une coupure de journal, jaune et fragile. Un jeune homme de la région meurt dans un accident d'escalade. Nicolas Lambert, 20 ans, du Vigan, a été retrouvé mort au pied de la crête du ruisseau Noir. Les autorités disent que la mort semble accidentelle. La crête du ruisseau Noir, à 25 km d'ici. Nicolas était mort à 20 ans, 6 ans après cet été. L'article disait « Accident », mais assise ici, entourée de son journal et de la culpabilité de son père, Monique se demanda « Était-ce vraiment un accident ?» Monique passa cette nuit-là dans le chalet. Elle ne pouvait se résoudre à partir. Pas encore. Elle fit un feu dans la vieille cheminée en pierre, surprise de constater que le tirage fonctionnait encore correctement. Pister se blottit à ses côtés pendant qu'elle lisait les papiers de son père à la lueur du feu. Les lettres brossaient le portrait d'un homme rongé par la culpabilité. Son père en avait écrit des douzaines, la plupart non envoyées, mettant de l'ordre dans ses pensées sur papier. Il avait vu les braconniers cet été-là en 1977, savait qu'ils tuaient illégalement des loups. Il avait pris des photographies comme preuve, mais avait eu trop peur pour le signaler. Les braconniers l'avaient menacé, et il avait une famille à protéger. Alors il les avait emmenés loin et n'était jamais retourné au chalet. Mais en 1983, Nicolas était revenu. Il avait 20 ans, terminé ses études de biologie de la faune. Selon les lettres, Nicolas était devenu obsédé par la conservation des loups, déterminé à dénoncer le réseau de braconnage. Jean l'avait supplié de ne pas y aller. Nicolas y était allé quand même. 3 semaines plus tard, il était mort à la crête du ruisseau Noir. Officiellement un accident, mais son père ne l'avait jamais cru. Il avait passé des années à essayer de prouver le meurtre, à chercher des preuves, mais il n'avait rien de solide. Une lettre datée de 1995, je l'ai laissée tomber. J'aurais dû être plus courageux en 77. J'aurais dû signaler ce que nous avons vu. Nicolas serait encore en vie. Maintenant, il est trop tard. Les braconniers sont probablement partis. Et je ne suis qu'un vieil homme qui n'arrive pas à tourner la page. Elle la posa, la vue brouillée. Son père avait porté cette culpabilité toute sa vie. Cela expliquait des choses. Sa tristesse, sa distance, les longues heures seules dans les montagnes. Il s'était puni, cherchant quelque chose qu'il ne trouverait jamais. Et elle n'avait jamais su. Il lui avait tout caché. Elle avait 11 ans quand Nicolas est mort. Il lui avait dit que c'était un accident. Avait découragé les questions, l'avait effacé de la conversation. Pour la protéger, supposait-elle. Ou pour se protéger eux-mêmes. Pister s'agita, les oreilles dressées. Monique l'entendit aussi. Quelque chose dehors. Elle se tendit,
attrapant le fusil de son père au-dessus de la cheminée. Il était chargé. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Au-delà de la lueur du feu, un mouvement. Un loup plus grand, de taille adulte, se tenait au bord de la clairière. Il observait le chalet, ses yeux reflétant le verre. Pister gémit doucement. Le loup adulte s'attarda, puis disparut dans les arbres. Monique expira. La mère de Pister, peut-être. Quoi qu'il en soit, le message était clair, ils étaient observés. Elle retourna au papier. Parmi les notes de son père, une carte dessinée à la main montrait le chalet, le ruisseau et un sentier menant à la crête du ruisseau noir. Plusieurs emplacements marqués de croix, les mêmes que sur sa carte topographique. Des sites où son père avait trouvé des preuves de braconnage. Une notation, 1er mars 1996. Trace de l'eau fraîche près de la crête. Toujours actif. 14 ans après la mort de Nicolas, son père enquêtait encore. L'obsession ne l'avait jamais quitté. Elle la compara à sa carte topographique, les marques coïncidaient. Il avait été minutieux, documentant tout pendant des années. Il devait revenir régulièrement, mentant probablement sur des randonnées guidées, cherchant des preuves qui justifieraient ses soupçons. Il ne les avait jamais trouvées. Monique étudia les cartes jusqu'à ce que le feu baisse. La crête du ruisseau noir était à 25 km au nord-est. Un terrain difficile mais gérable. 2 jours pour atteindre l'endroit où Nicolas était mort. Mais pourquoi y irait-elle? Qu'est-ce que cela accomplirait? Nicolas était mort depuis plus de 40 ans. Les hommes qui l'avaient tué, s'ils l'avaient fait, étaient probablement morts ou partis. Mais Pister l'avait mené ici pour une raison. Quelqu'un avait mis ce collier au louveteau. L'avait envoyé la trouver, elle spécifiquement. Pourquoi? Elle regarda Pister. Tu n'es pas juste un louveteau perdu. Quelqu'un t'a entraîné. Quelqu'un qui connaissait ce chalet, ma famille. Quelqu'un qui voulait que je trouve ça. La queue de Pister battit le sol. Mais qui, et pourquoi maintenant? Aucune réponse ne vint. Monique ajouta du bois au feu et s'enveloppa dans son sac de couchage sur le vieux canapé. Pister sauta et se blottit contre ses jambes. Dehors, la forêt était pleine de bruits nocturnes. Le vent, le ruisseau, une chouette lointaine. Elle pensa à Pierre. Il lui dirait d'appeler la gendarmerie, de signaler ce qu'elle avait trouvé, de laisser les professionnels s'en occuper. Pierre avait été pratique, prudent. Il l'avait aimé, mais n'avait jamais vraiment compris son besoin de nature sauvage, son aisance avec le risque fruit de décennies d'expérience. Mais Pierre était parti, et elle était ici, et elle avait un choix. Elle pouvait remballer demain, retourner sur ses pas, remettre les papiers de son père aux autorités, les laisser enquêter s'il le voulait, bien qu'une affaire vieille de 40 ans ne mènerait à rien. Rentrer chez elle dans sa maison vide, reprendre sa vie vide, et oublier ça comme elle avait oublié Nicolas. Ou elle pouvait suivre ça jusqu'au bout. Aller à la crête du ruisseau noir, voir où son frère était mort. Essayer de comprendre ce qui s'était passé. Peut-être apaiser quelques fantômes. Ceux de son père, de Nicolas, les siens. La respiration de Pister devint plus profonde. Monique fixa le feu et prit sa décision. Elle était venue ici pour pleurer Pierre, pour surmonter une perte. Mais peut-être que le deuil n'était plus le sujet. Peut-être s'agissait-il de justice, retardée mais pas refusée. De finir ce que son père avait commencé, d'honorer un frère qui méritait mieux que d'être oublié. Demain, il se dirigerait vers la crête du ruisseau noir. Quoi qu'elle trouve, au moins elle saurait. Et savoir valait mieux que le silence dans lequel sa famille avait vécu pendant 4 décennies. Ils quittèrent le chalet à la première lueur. Monique emballa soigneusement la carte de son père, le journal de Nicolas, les lettres importantes. Elle prit aussi le fusil de chasse et les munitions. Si le réseau de braconnage était toujours actif, elle voulait être prête. Pister se déplaçait avec détermination, suivant des sentes vers le nord-est. Le terrain devint plus difficile. Des pentes plus raides, un sol plus rocheux, un sous-bois dense nécessitant une navigation prudente. À la mi-journée, ils avaient parcouru 10 kilomètres. Monique se reposa près d'une source qui jaillissait du granit. Elle filtra de l'eau pendant que Pister tournait en rond, le nez au sol. Elle étudia la carte de son père. Selon ses annotations, il devrait atteindre le premier site marqué dans moins de 2 kilomètres. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle trouverait.
Après 40 ans, les preuves auraient disparu. Mais 1 heure plus tard, Pister la conduisit à une clairière sur une crête, et elle s'arrêta, glacée. Des traces fraîches. Plusieurs séries, de taille humaine, récentes. Quelqu'un était passé par ici il y a quelques jours. Elle s'agenouilla et les examina attentivement. 2 personnes, peut-être 3. Ils s'étaient tenus ici un moment. Et ils avaient porté quelque chose de lourd, des empreintes plus profondes là où ils avaient posé des objets. Pister gémit et gratta quelque chose. Il écarta la terre pour révéler un mégot de cigarette. Pas ancien, frais. Son pouce accéléra. Quelqu'un utilisait encore cette zone, et vu l'emplacement correspondant au site marqué par son père, c'était pour la même raison, le braconnage. Elle regarda autour d'elle plus attentivement. Des marques de griffures sur un tronc d'arbre, du genre fait par des collets métalliques. Une branche cassée montrant la trace de quelque chose de lourd qu'on avait traîné. Et l'odeur, faible mais indubitable, du vieux sang, de la viande pourrie. Un site de braconnage actif. Les poils de Pister se hérissèrent soudainement. Le louveteau se figea, fixant le bas de la pente. Monique saisit le fusil et retira la sécurité. Pendant un instant, rien. Puis des voix, lointaines mais se rapprochant. Des hommes, leur ton désinvolte, se dirigeant dans cette direction. Elle attrapa Pister par la peau du cou et le tira derrière une bûche tombée à 6 mètres de là. Ils s'accroupirent, cachés. Pister se pressa contre elle, comprenant le besoin de silence. Les voix se firent plus fortes. 3 hommes apparurent dans la clairière, vêtus de treillis, portant des fusils. Ils se déplaçaient avec confiance, connaissaient le terrain, ne s'attendaient à rencontrer personne. « Va voir les collets sur le sentier du haut », dit l'un, plus âgé, peut-être la soixantaine, le visage buriné, une barbe grise. Moreau veut encore 6 pots d'ici vendredi. On a pas mal exploité cette crête, répondit un autre, plus jeune, mince, le visage anguleux. Faudra peut-être bouger vers la vallée sud. Laissez cette zone se refaire. Le troisième grogna en signe d'accord. Costaud, portant un poids supplémentaire. J'ai trouvé des traces de loup près de la crête du ruisseau noir hier. Grosse meute, peut-être 8 ou 10. Bien, dit l'homme plus âgé. C'est ce qu'il nous faut. Installe l'appât. Monique écoutait, mémorisant tout. Leur visage, leur voix, le nom, Moreau. Des preuves. Les hommes passèrent 10 minutes à inspecter la zone, à ajuster quelque chose, à discuter de logistique. Finalement, ils remontèrent la pente, leur voix s'estompant. Monique attendit 5 minutes après le silence avant de bouger. Ses jambes étaient crampies. Pister sortit et s'ébroua, la regardant. Il faut être plus prudent, murmura Monique. Ces hommes avaient tué Nicolas. Mais elle ressentit une sombre satisfaction. Son père avait eu raison. Le braconnage n'avait pas cessé. Il avait continué, probablement avec de nouvelles personnes, et ils étaient toujours actifs. Ils continuèrent vers le nord-est, plus prudemment. Pister explorait devant, mais restait plus près. Chaque craquement de branche faisait sursauter Monique. Elle avait 62 ans, seule avec des criminels dangereux à proximité, suivant la trace de son frère. Imprudente, insensée, peut-être suicidaire. Mais elle continua à marcher. Le soir, ils étaient à moins de 2 kilomètres de la crête du ruisseau noir. Elle pouvait la voir, une paroi rocheuse spectaculaire s'élevant de la forêt, un terrain d'escalade technique. Selon les rapports, Nicolas était tombé en grimpant seul. Mais sachant ce qu'elle savait maintenant, Monique doutait qu'il soit tombé. Plus probablement poussé ou abattu, et la scène maquillée. Elle installa son camp dans un creux caché, sans faire de feu, mangeant des rations froides. Pister se pressa contre elle dans l'obscurité. Au-dessus, les étoiles brûlaient. Elle pensa à appeler à l'aide. Elle avait son téléphone satellite au chalet familial. Elle pouvait y retourner, passer l'appel, faire venir les autorités. Ce serait intelligent, sûr. Mais cela donnerait aux braconniers le temps de disparaître. Ils avaient clairement une opération sophistiquée. Dès que les gardes de l'OFB se montreraient, ils s'évanouiraient, comme après la mort de Nicolas. Son père avait essayé de faire intervenir les autorités à l'époque. Rien n'en était sorti. Pas de preuves, pas de témoins, rien. Si elle voulait la justice, elle devait d'abord obtenir des preuves.
Des preuves solides. Des photos peut-être, ou les prendre en flagrant délit. Demain, elle atteindrait la crête du ruisseau noir, verrait où son frère était mort, et trouverait un moyen de dénoncer ces hommes. Elle pensa à Nicolas, 20 ans, essayant de faire ce qui était juste. À son père, portant la culpabilité et le deuil pendant des décennies. À sa propre vie, 40 ans de guidage, un mariage solide, des enfants qui s'étaient éloignés, le veuvage à 62 ans. Qu'était-elle prête à risquer? Tout, réalisa-t-elle. Que avait-elle à perdre? Pierre était parti. Ses enfants appelaient à peine. Elle avait passé sa vie à jouer la sécurité, à être pratique, à suivre les règles. Peut-être était-il temps d'être courageuse. Temps de finir ce que son frère avait commencé. La crête du ruisseau noir s'élevait devant eux comme un monument. Monique se tenait à sa base, étudiant la paroi rocheuse où son frère était mort. C'était une ascension difficile, pas impossible, mais nécessitant compétence et équipement. Nicolas aurait eu les deux. Il était expérimenté à 20 ans, ce qui rendait l'histoire officielle d'une chute accidentelle moins crédible. Pister était assis à côté d'elle, inhabituellement calme, sentant le poids de cet endroit. Le soleil du matin n'avait pas encore atteint le pied de la falaise, et les ombres maintenaient un froid qui poussa Monique à resserrer sa veste. Elle fit lentement le tour, étudiant le terrain. Selon le rapport d'accident, le corps de Nicolas avait été découvert à la base et, sous un surplomb à 20 mètres de hauteur. La chute aurait été fatale. Mais était-il tombé ou avait-il été poussé? Après 40 ans, la roche ne détenait aucune réponse. Toute preuve avait disparu, effacée par le temps. Mais Monique ne s'était pas attendue à des preuves médico-légales. Elle était venue pour comprendre, pour voir ce que Nicolas avait vu, pour marcher là où il avait marché. Pister se leva soudain, les oreilles en avant, concentré vers le haut de la pente. Monique suivit le regard du louveteau et la vit, une petite structure à travers les arbres. Une cabane ou une remise. Elle était posée sur un replat rocheux à 300 mètres plus haut, nichée dans la forêt, presque invisible si l'on ne savait pas où regarder. La carte de son père n'indiquait aucune structure ici, et Monique n'avait jamais su que cela existait. Ce qui signifiait que c'était très vieux ou très délibérément caché. Pister commença à grimper la pente sans attendre. Monique attrapa le fusil et suivit, ses genoux protestant contre la pente raide. Le temps qu'elle atteigne le replat, elle était essoufflée. La structure était bien une cabane, quoique rudimentaire. Peut-être 4 mètres sur 4. Des rondins bruts, gris argentés par le temps. Pas de fenêtre, juste une porte avec un cadenas. Le toit était en tôle ondulée, rouillé mais intact. Pister grattait la porte en gémissant. Monique examina le cadenas. Plus récent que la cabane, remplacé au cours des dernières années. Quelqu'un entretenait cet endroit. Les hommes qu'elle avait entendus hier. Ce devait être l'une de leurs caches de ravitaillement. Avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, les gémissements de Pister s'intensifièrent. Le louveteau ne se contentait pas de demander. Il était en détresse, agité. Quelque chose à l'intérieur était important pour Pister personnellement. Elle prit sa décision. Utilisa la crosse du fusil pour briser le cadenas. Il fallut 3 coups, mais le mécanisme céda. La porte s'ouvrit, et une odeur la frappa, animal, musc, vieille viande, produits chimiques. Elle releva son t-shirt sur son nez et entra. La cabane était sombre. Alors que ses yeux s'habituaient, elle vit le contenu. Des pièges accrochés au mur, des dizaines de mâchoires d'acier et de collets métalliques. Des pots empilés dans un coin, principalement de loups, mais aussi d'ours et de lynx. Au centre se trouvaient plusieurs grands conteneurs en plastique, et dans le coin arrière, une cage. Assez grande pour un chien de taille moyenne ou un louveteau. Pister se précipita vers la cage et la gratta frénétiquement. À l'intérieur, Monique vit un mouvement. 3 louveteaux, plus petits que Pister, blottis les uns contre les autres. Vivants, mais en mauvais état. Maigres, déshydratés, terrifiés. Les frères et sœurs de Pister. Les braconniers avaient pris toute la portée. « Oh mon Dieu !» murmura Monique. Elle se dirigea vers la cage et ouvrit le loquet. Les louveteaux ne bougèrent pas au début, trop effrayés. Pister entra et les renifla, gémissant doucement. Monique recula pendant que Pister encourageait ses frères et sœurs. Elle regarda autour d'elle. Sur une table improvisée, des papiers,
des registres documentant les mises à mort, les dates, les lieux, les noms des acheteurs, les prix des pots. C'était ça. Les preuves que son père avait cherchées pendant des années. Elle sortit son téléphone et commença à prendre des photos. Chaque page, chaque détail. Les pots, les pièges, les cages, les registres. Même ici, elle avait assez de réseau pour télécharger sur le cloud. Si quelque chose lui arrivait, ses preuves survivraient. Elle photographiait la liste des acheteurs quand elle entendit des voix à l'extérieur. Son sang se glaça. Les braconniers revenaient. Elle avait peut-être 60 secondes. Les louveteaux étaient trop faibles pour bouger rapidement. Pister ne les quitterait pas. Elle ne pouvait pas porter 4 loups et le fusil. Et si elle courait, il l'entendrait. Elle poussa Pister et les 3 louveteaux plus loin dans la cabane, dans le coin le plus sombre. Restez silencieux, murmura-t-elle, quoi qu'il arrive. Puis elle attrapa le fusil, se glissa dehors et contourna la cabane, trouvant une position derrière une bûche tombée avec une vue dégagée sur la porte. Elle s'installa, vérifia le chargeur, chambra une cartouche. Ses mains étaient stables, sa respiration contrôlée. C'était juste un autre défi en pleine nature. Elle avait fait face à des ours chargeants, des orages soudains, des blessures potentiellement mortelles. Elle savait comment rester calme. Les voix se rapprochèrent. 2 hommes, le plus âgé d'hier et le costaud. Ils se disputaient, les mots indistincts, jusqu'à ce qu'ils atteignent la cabane. Je te dis que Moreau devient nerveux, disait l'homme âgé. Il pense que l'OFB renifle encore dans le coin. Il renifle dans le coin depuis 30 ans, répondit le costaud. Il ne trouve jamais rien. Ce gamin a trouvé quelque chose en 83. Le souffle de Monique se coupa. Il parlait de Nicolas. De l'histoire ancienne, dit le costaud. On s'en est occupé. On s'en est occupé. La confirmation qu'ils avaient assassiné son frère. Le doigt de Monique se déplaça vers la détente. L'homme âgé atteignit la porte et s'arrêta. Le cadenas est cassé. Les 2 hommes se mirent en alerte, les mains se dirigeant vers leurs armes. Le costaud sortit un pistolet. Quelqu'un est passé par là. Va voir à l'intérieur. Le costaud poussa la porte plus grande, regarda à l'intérieur. Les louveteaux sont partis. La cage est ouverte. Un piège, dit l'homme âgé. Quelqu'un nous observe. Ils commencèrent à se tourner. Monique savait qu'elle n'avait que quelques secondes. Elle se leva, le fusil épaulé, et sortit à découvert. Ne bougez pas, dit-elle, sa voix stable. Posez les armes. Les 2 hommes se figèrent. Le plus âgé se reprit le premier, l'étudiant. Vous n'êtes pas une garde de l'OFB. Non. Je suis la fille de Jean Rivière. La reconnaissance vacilla. Rivière. Je me souviens de lui. Le guide de 77. Celui qui en avait trop vu. Et son fils, Nicolas, que vous avez assassiné en 1983. Vous allez me dire exactement ce qui s'est passé. L'homme âgé éclata d'un rire rauque. Vous croyez que vous pouvez nous faire sortir d'ici sous la menace d'une arme? Une vieille femme seule avec 2 hommes armés. Vous n'avez aucune chance. Peut-être pas, dit Monique. Mais j'ai quelque chose de mieux. Des preuves. Chaque page dans cette cabane a été photographiée et téléchargée. Même si vous me tuez, la vérité est déjà sortie. Elle bluffe, dit le costaud. Pas de réseau ici. Il y en a assez, dit Monique. Vérifiez vos propres téléphones. L'homme âgé sortit son téléphone, vérifia. Son visage s'assombrit. Il y a du réseau. Alors, voilà comment ça va se passer, continua Monique. Vous allez vous asseoir et répondre à mes questions, en commençant par ce qui est vraiment arrivé à Nicolas Lambert. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, l'homme âgé soupira et s'assit lourdement. D'accord. Quelle importance maintenant? Votre frère est venu fouiner en 83, posant des questions, menaçant de nous dénoncer. On ne pouvait pas laisser faire ça. Alors oui, on l'a poussé de cette crête. On a fait en sorte que ça ressemble à un accident. L'aveu désinvolte frappa Monique comme un coup. Elle l'avait su, soupçonné, mais l'entendre confirmer.
Entendre cet homme rejeter le meurtre de son frère si cavalièrement la remplit d'une rage pure. « Et mon père » demanda-t-elle, la voix tendue. On n'a pas eu besoin de le menacer. Il était assez malin pour savoir ce qui arriverait s'il insistait. Il a pris sa famille et est parti. Ce n'était pas la fin, dit Monique. Il a passé le reste de sa vie à essayer de vous dénoncer. Et il a échoué, dit l'homme avec un haussement d'épaule. C'est du business. Les pots de loup rapportent gros. On gère cette opération depuis 45 ans. Pister sortit de la cabane, suivi des 3 louveteaux. Ils se déplacèrent en groupe pour se tenir à côté de Monique. Les yeux de l'homme âgé s'écarquillèrent. C'est notre stock de reproduction. Ils ne sont pas à vous, l'interrompit Monique. Ce sont des animaux sauvages que vous assassinez pour le profit. Du bas de la pente vint un bruit, des rotors d'hélicoptères, se rapprochant. Le visage de l'homme âgé pâlit. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» « J'ai appelé la gendarmerie, dit calmement Monique. Il y a 3 jours, avant de quitter le chalet familial. Je leur ai dit où j'allais et pourquoi. Je leur ai dit que s'ils n'avaient pas de nouvelles de moi aujourd'hui, c'est que quelque chose n'allait pas. » L'hélicoptère franchit la crête, jaune vif. Il tourna une fois, puis commença à descendre. Monique garda le fusil pointé jusqu'à ce que 4 gardes de l'OFB émergent et grimpent vers eux, arme au poing. Ce n'est qu'alors qu'elle abaissa son arme. C'était fini. Finalement, après 40 ans, c'était fini. Les gardes prirent les 2 hommes en charge pendant que Monique s'asseyait sur un rocher, essayant d'arrêter de trembler. L'adrénaline qui l'avait maintenue stable se dissipait, la laissant épuisée. La chef des gardes, une femme dans la quarantaine nommée Valérie Lefebvre, s'approcha avec une couverture et de l'eau. « Madame Rivière, êtes-vous blessée ?»« Je vais bien, dit Monique, bien que sa voix tremblât. Les louveteaux ont besoin d'aide. Ils sont déshydratés et affamés. » Lefebvre hocha la tête et appela un autre garde qui entra dans la cabane avec une trousse de secours. Pister et les 3 louveteaux étaient blottis près de la porte, observant tout avec méfiance. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» demanda Lefebvre, sortant un carnet. Monique but une gorgée d'eau et commença à parler. Elle expliqua la découverte du chalet, l'enquête de son père, le meurtre de Nicolas déguisé en accident, les preuves qu'elle avait photographiées. Elle parla de Pister qui l'avait mené ici, de l'opération de braconnage de 45 ans. Lefebvre écouta sans l'interrompre. Quand Monique eut fini, la garde leva les yeux. « Madame Rivière, ce que vous avez fait est incroyablement courageux et incroyablement imprudent. Vous auriez pu être tué. »« Je sais, dit Monique, mais je ne pouvais pas les laisser s'en tirer. Nous aurons besoin que vous reveniez en ville pour faire une déposition formelle. Les preuves que vous avez recueillies seront cruciales pour les poursuites. Je les ai téléchargées sur un cloud, dit Monique. Je peux vous donner l'accès. » Lefebvre sourit légèrement. Vous étiez préparé. 40 ans comme accompagnatrice en montagne vous apprennent à prévoir les imprévus. Au cours de l'heure suivante, d'autres gardes arrivèrent. Ils documentèrent la cabane, recueillirent des preuves, examinèrent les louveteaux. Le garde vétérinaire, Torres, rapporta que les louveteaux étaient malnutris mais qu'ils s'en sortiraient. « Que va-t-il leur arriver ?» demanda Monique, regardant Pister toiletter un louveteau plus petit. « Ils iront dans un centre de réhabilitation de la faune sauvage, dit Torres. Une fois en bonne santé, nous essaierons de les réunir avec leur meute. Si ce n'est pas possible, ils seront relâchés dans un territoire approprié. » « Et Pister ?» Torres regarda Pister, pressé contre la jambe de Monique. « Celui-ci s'est attaché à vous. C'est inhabituel, mais ça arrive avec les loups élevés à la main. La question est, comment a-t-il été élevé à la main ?» Un des gardes sortit de la cabane en tenant un journal. « Vous devez voir ça, dit-il à Lefebvre. » Ils se rassemblèrent pendant qu'il feuilletait les pages. C'était un registre datant de plusieurs mois. Les entrées étaient rares mais révélatrices. 15 mai. Tanière de loup trouvée. 6 louveteaux. Prix 4 pour programme d'élevage. 3 juin. 3 louveteaux morts. Une femelle survivante, pelage gris, répond bien au nourrissage à la main. 20 juin. Louveteau gris assez fort. Doit être utilisé. La fille Rivière toujours en vie au Vigan. Le vieil homme a essayé de nous dénoncer. Peut-être qu'elle le fera aussi.
Envoyez le louveteau la trouver. Les loups rentrent toujours à la maison. Monique sentit le sang quitter son visage. Ils avaient envoyé Pisteur délibérément. Pourquoi? Lefebvre lut plus loin. Ça n'a pas de sens. Pourquoi voudrait-il que vous les trouviez? Le braconnier plus âgé, toujours menotté à proximité, rit amèrement. Parce que ce n'est pas moi qui suis aux commandes. Moreau dirige cette opération, et Moreau voulait une assurance. Quel genre d'assurance? Demanda Lefebvre. Le genre où si quelque chose tournait mal, il avait quelqu'un à blâmer. Quelqu'un pour porter le chapeau. Il savait que la fille Rivière était guide, qu'elle comprendrait les montagnes. Il savait qu'elle viendrait chercher si on lui donnait le bon coup de pouce. C'est ce qu'était le louveteau. Un appât. La mener ici, la laisser trouver juste assez de preuves. Et puis, il haussa les épaules. Des accidents arrivent dans l'arrière-pays. Les implications frappèrent durement Monique. Elle s'était crue maline, en suivant Pisteur, en trouvant le chalet, en obtenant des preuves. Mais elle avait été manipulée depuis le début. Pisteur ne s'était pas échappé. Pisteur avait été relâché. Une orchestration pour l'attirer dans un piège. Mais ça n'a pas marché, dit lentement Lefebvre. Parce que vous nous avez appelés d'abord. De la chance, dit l'homme. De la pure chance. Le plan de Moreau était solide. Où est Moreau maintenant? Je ne sais pas. Il est malin. Il a probablement compris que les choses avaient mal tourné et a disparu. Lefebvre se tourna vers Monique. Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Une indication d'autre personne? Monique réfléchit. Les voix, les traces fraîches, les 3 hommes. Il y avait un 3e homme, plus jeune, mince, le visage anguleux. Et ils ont mentionné que Moreau voulait 6 pots d'ici vendredi. Pouvez-vous décrire le 3e homme? Monique ferma les yeux, se remémorant. Fin de la vingtaine, début de la trentaine, environ 1m75, 75 kilos. Cheveux noirs, hirsutes. Une cicatrice sur la joue gauche. Elle indiqua l'endroit. Portant un fusil Remington, bien entretenu. Lefebvre écrivit rapidement. Bien. C'est utile. Nous allons diffuser cette description. Un autre garde s'approcha. Madame, on a trouvé autre chose. Une installation radio. Sophistiquée. Il coordonnait avec plusieurs sites. Combien de sites? Au moins 6, d'après les registres. Cette opération est plus grande que nous ne le pensions. Lefebvre jura entre ses dents. D'accord, nous devons agir vite avant qu'ils ne se dispersent. Torres, vous et Martinez, ramenez les louveteaux et Madame Rivière en ville. Prenez sa déposition. Le reste d'entre nous commencera à frapper les autres sites. Je veux aider, dit Monique. Lefebvre la regarda avec sympathie. Madame Rivière, vous en avez fait plus qu'assez. Vous nous avez donné la percée dont nous avions besoin. Mais c'est maintenant du travail de police. La meilleure chose que vous puissiez faire est de rentrer chez vous, de vous reposer et de nous laisser nous en occuper. Monique voulait argumenter, mais elle était trop fatiguée. Son corps souffrait de jours de randonnée et du stress de la confrontation, et elle avait besoin de réfléchir, de tout digérer. Et pour Pisteur? Demanda-t-elle. Torres s'agenouilla à côté du louveteau. Pisteur permit le contact, mais continua de regarder Monique. Comme je l'ai dit, celui-ci s'est attaché à vous. Normalement, nous l'enverrions en réhabilitation avec les autres, mais... Il fit une pause. Dans les cas où un loup a été élevé à la main et imprégné par un humain, parfois la chose la plus gentille est de reconnaître ce lien. Surtout étant donné que ce loup a été délibérément utilisé comme un outil. Ce n'est plus un loup normal. Vous voulez dire que je peux garder Pisteur? C'est compliqué. Il y a des réglementations, des permis requis. Mais étant donné les circonstances, et le fait que vous vivez dans une zone rurale et que vous avez l'expérience pour gérer un loup en toute sécurité, nous pouvons probablement trouver une solution. Un soulagement inonda Monique. Elle s'était attachée à Pisteur plus qu'elle ne l'avait réalisé. La pensée de le perdre maintenant était insupportable. Ils montèrent dans l'hélicoptère, Monique, Pisteur, les 3 autres louveteaux dans des caisses, Torres et Martinez. Alors qu'ils décollaient, Monique regarda en bas vers la crête du ruisseau noir,
le chalet rempli de secrets, l'endroit où son frère était mort. Elle était venue dans ces montagnes pour échapper au deuil de Pierre. Au lieu de cela, elle avait trouvé un deuil différent, plus ancien, plus profond, mêlé de secrets de famille et de crimes résonnant à travers les décennies. Mais elle avait aussi trouvé un but, la justice, et peut-être un chemin à suivre. Pister se pressa contre elle alors que l'hélicoptère virait vers le sud en direction du Vigan. Monique passa un bras autour du louveteau et s'autorisa à croire que peut-être, enfin, les choses iraient bien. Mais une pensée persistante demeurait. Moreau, l'homme aux commandes, était toujours en liberté. L'opération avait été perturbée, mais était-elle terminée? Ou n'avait-elle fait qu'effleurer la surface? L'hélicoptère survolait un terrain familier, des vallées où elle avait guidé, des sommets qu'elle avait gravis, des rivières où elle avait pêché. Ces montagnes, sa maison. Et quelque part en bas, observant peut-être, se trouvait un homme qui avait bâti un empire sur les os d'espèces protégées. Elle pensa à son père, à la culpabilité qu'il avait portée jusqu'à sa mort. À Nicolas, à peine 20 ans quand il avait essayé de faire ce qui était juste. À Pierre, qui n'avait jamais su que tout cela existait. L'hélicoptère commença sa descente vers le Vigan. En bas, elle pouvait voir la ville, petite, familière, sûre. Sa maison était là, toujours vide, toujours en attente. Son ancienne vie, prête à reprendre. Mais Monique savait qu'elle ne pouvait pas retourner à cette vie. Pas après ça. Quelque chose avait changé en elle au cours des 11 derniers jours. Elle s'était souvenue de qui elle était avant d'enterrer son passé, avant de devenir la femme pratique et prudente qui guidait les touristes et se tenait à distance de tout ce qui était douloureux. Elle s'était souvenue qu'elle venait de gens qui se battaient pour ce qui était juste. Son père avait essayé. Nicolas était mort en essayant. Et maintenant, c'était à son tour de finir le travail. Quand ils atterriraient et qu'elle ferait sa déposition, elle leur dirait tout. Chaque détail, chaque observation, chaque instinct de 40 ans dans ces montagnes. Elle les aiderait à trouver Moreau et à démanteler complètement son opération. Et puis elle verrait ce qui viendrait ensuite. Peut-être contacter ses enfants, essayer de reconstruire ses ponts. Peut-être transformer le chalet de son père en quelque chose de positif, la station d'observation de la faune qu'elle avait imaginée. Peut-être juste vivre, vraiment vivre, au lieu de faire semblant. Pister lui lécha la main et la fit sourire. Quoi qu'il arrive, au moins, elle ne serait pas seule. L'hélicoptère se posa au Vigan juste après midi. Une foule s'était rassemblée. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Monique vit des visages familiers, des gens qu'elle connaissait depuis des décennies, regardant avec curiosité alors qu'elle sortait avec Pister à ses côtés. Gérard Dubois se fraya un chemin dans la foule, son visage buriné plissé d'inquiétude. « Monique, on a entendu dire qu'il s'est passé quelque chose. Tu vas bien ?»« Je vais bien, Gérard, dit-elle, bien qu'elle prît soudain conscience de son apparence, sale, épuisée, les vêtements déchirés. Lefebvre s'avança, tenant la foule à distance. « Madame Rivière doit venir avec nous pour faire une déposition. Elle n'est pas blessée, mais elle a traversé une épreuve. S'il vous plaît, laissez-lui de l'espace. » Ils conduisirent Monique à la gendarmerie, un petit bâtiment sur la rue principale. Pister suivit, refusant de la quitter. À l'intérieur, Lefebvre la mena dans une salle de réunion et apporta du café, de l'eau et des sandwichs. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda Lefebvre. Monique dut réfléchir. « Hier matin, des rations froides. »« Mangez d'abord, on parlera après. » Monique mangea mécaniquement pendant que Pister était couché à ses pieds. La nourriture aida, lui redonnant force et clarté. Quand elle eut fini, Lefebvre sortit un enregistreur et un bloc-notes. « Très bien, je vais enregistrer ceci. Commencez par le début. Quand avez-vous rencontré le louveteau pour la première fois ?» Monique raconta tout. La mort de Pierre, sa décision de partir seule dans les montagnes. Le 3e matin où Pister était apparu. La patte blessée et le collier de corde. La façon dont Pister semblait l'avoir menée délibérément. Elle décrivit la découverte du petit camion, de la photographie, du chalet. La lecture du journal de Nicolas et des lettres coupables de son père. La révélation que son frère n'était pas mort dans un accident, mais qu'il avait été assassiné. L'expression de Lefebvre s'assombrit. « Et vous n'avez pas appelé de renfort avant d'atteindre la crête du ruisseau noir ?»
J'ai appelé depuis le chalet 3 jours avant d'atteindre la crête. J'ai dit à l'opérateur où je me dirigeais et que s'il n'avait pas de nouvelles de moi hier, c'est que quelque chose n'allait pas. Je savais que je marchais vers le danger. Lefebvre hocha la tête avec approbation. Malin. Ça vous a probablement sauvé la vie. Quand vous n'avez pas appelé, nous avons fait décoller l'hélicoptère. Nous étions déjà en route quand vous avez procédé à l'arrestation. Je n'ai arrêté personne. Je les ai juste tenus en joue. Vous avez arrêté des criminels armés et obtenu des preuves cruciales. C'est plus que ce que la plupart des civils feraient. Ils continuèrent pendant une autre heure. Lefebvre posant des questions détaillées sur les braconniers, ce qu'ils avaient dit, l'agencement de la cabane, le contenu des registres. Monique répondit à tout de manière approfondie, sa mémoire étonnamment vive malgré l'épuisement. Finalement, Lefebvre posa son stylo. D'accord, ça devrait suffire pour l'instant. Nous aurons peut-être besoin de questions de suivi, mais vous nous avez donné une base solide. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Monique. Nous nous coordonnons avec le FBI et l'Office français de la biodiversité. Cela dépasse les frontières des États et implique des espèces protégées, c'est donc de compétence fédérale. D'après ce que vous nous avez dit et les preuves, nous avons affaire à une entreprise criminelle multi-État. Les 2 hommes que nous avons arrêtés sont de petits poissons. Moreau est la véritable cible. Le trouverez-vous? Nous essaierons. Mais des hommes comme ça, qui dirigent des opérations depuis si longtemps, ils sont doués pour disparaître. Il a probablement plusieurs identités, des comptes à l'étranger, des plans de secours. Monique ressentit de la frustration. Après tout ça, le responsable pourrait s'évanouir. Et l'opération elle-même, est-elle terminée? Les sites que nous connaissons, nous les frappons maintenant. Mais il pourrait y en avoir d'autres. Il faudra du temps pour tout démanteler complètement. Lefebvre fit une pause. Madame Rivière. Monique. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Vous nous avez donné une chance de faire tomber quelque chose qui dure depuis avant ma naissance. Votre frère serait fier. Les larmes piquèrent les yeux de Monique. Elle hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Rentrez chez vous, dit doucement Lefebvre. Reposez-vous. Prenez soin de votre ami le loup. Nous vous tiendrons au courant. Gérard l'attendait dehors pour la ramener chez elle. Il ne posa pas de questions, l'aida juste à monter dans son camion. Monique regarda les rues familières défiler, le café-restaurant où elle et Pierre prenaient le petit déjeuner le dimanche, la quincaillerie où elle achetait son matériel de camping depuis 40 ans, la bibliothèque où elle avait emmené ses enfants. Tout semblait pareil, mais était différent. Ou peut-être était-ce elle qui était différente. Gérard se gara dans son allée. La maison avait exactement la même apparence que lorsqu'elle l'avait quittée 11 jours plus tôt. Petite, bien rangée, vide. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Gérard. « Non. Merci pour le trajet. » Monique. Il fit une pause. « J'ai connu ton père. J'ai guidé avec lui quelques fois dans les années 70. C'était un homme bien, mais il portait quelque chose de lourd. Je n'ai jamais su quoi. Maintenant, je sais. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton frère, et je suis content que tu aies enfin eu la vérité. » Monique lui serra la main. « Merci, Gérard. » Elle sortit, Pisteur la suivant. Le louveteau renifla prudemment la cour, absorbant de nouvelles odeurs, un nouveau territoire. Monique déverrouilla la porte d'entrée et entra. La maison sentait le renfermé, l'inhabité. La tasse de café de Pierre était toujours sur le comptoir, sa veste toujours accrochée près de la porte. Elle était partie pour échapper à ses rappels, et maintenant elle était de retour, portant des pertes différentes, mais aussi autre chose. Un accomplissement, peut-être, ou une résolution. Pisteur arpenta la maison, explorant, puis revint aux côtés de Monique et leva les yeux. « C'est la maison maintenant, » dit Monique au louveteau. « Pour nous deux. » L'appel arriva 3 jours plus tard. Monique était dans son jardin, construisant un enclos approprié pour Pisteur. Le louveteau avait besoin d'espace pour se déplacer, mais ne pouvait pas être entièrement sauvage. Le vétérinaire avait confirmé que Pisteur était en bonne santé mais imprégné de manière permanente par les humains. Son téléphone sonna. Le nom de Lefebvre. « Madame Rivière, je vous appelle avec une mise à jour.
Nous avons fait des progrès significatifs. Monique posa son marteau. Quel genre de progrès? Nous avons arrêté 14 personnes liées à l'opération de braconnage dans 3 États. Nous avons fermé 6 sites actifs et récupéré des preuves de plus de 200 mises à mort de loups au cours des 5 dernières années seulement. Lefebvre fit une pause. Et nous avons trouvé Moreau. Le cœur de Monique bondit. Où? Au Canada. Tentant de passer en Alaska. Il avait un faux passeport et 50 000 $ en espèces. Mais nous avions sa description grâce au jeune braconnier que nous avons arrêté. Il a dénoncé Moreau en échange d'un accord de plaidoyer. Moreau sera-t-il jugé? Il est en cours d'extradition. Entre vos preuves, les preuves matérielles et les témoignages des autres braconniers, nous avons un dossier solide. Le procureur pense qu'il risque 20 ans minimum, peut-être la perpétuité. Monique s'assit lourdement sur les marches du porche. 20 ans. La perpétuité. Pour le meurtre de Nicolas, pour les années de culpabilité de son père, pour tous les loups tués pendant 4 décennies. Il y a autre chose, continua Lefebvre. Nous avons trouvé d'autres journaux à la résidence de Moreau. Ils documentaient l'opération depuis 1973, y compris des comptes rendus détaillés d'eux. Elle hésita, de la mort de votre frère. Je suis désolé, mais cela confirme ce que vous soupçonniez. Ce n'était pas un accident. Ils l'ont attiré à la crête du ruisseau noir et l'ont poussé. Moreau lui-même l'a fait. La rage et le deuil se livrèrent bataille dans la poitrine de Monique, mais en dessous se trouvait la validation. Son père avait eu raison. Nicolas méritait justice, et maintenant, enfin, il l'obtenait. Merci, dit doucement Monique, de me l'avoir dit. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Les preuves que vous avez recueillies, les risques que vous avez pris, c'est ce qui a fait éclater l'affaire. Une fois l'appel terminé, Monique resta assise sur le porche pendant un long moment, la tête de pisteur sur ses genoux. Le louveteau s'était étonnamment bien adapté à la vie domestique, même s'il hurlait encore parfois la nuit. Son téléphone sonna de nouveau. Lucas, son fils. Elle faillit ne pas répondre. Leur conversation était toujours tendue, mais quelque chose la poussa à décrocher. « Maman, je viens de voir les nouvelles sur le réseau de braconniers. Sur oncle Nicolas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne le savais pas moi-même jusqu'à récemment, dit Monique. Ton grand-père l'avait caché. Les nouvelles disent que c'est toi qui as fait éclater l'affaire. Que tu es parti seul dans les montagnes et que tu as trouvé des preuves. C'est plus ou moins vrai. Silence. Puis, c'est le truc le plus badass que j'ai jamais entendu. Maman, je n'avais aucune idée que tu. Je veux dire, je savais que tu étais guide, mais je ne savais pas que tu étais courageuse. Moi non plus, honnêtement. Je peux venir te voir? Je veux entendre toute l'histoire. Et je veux que tu rencontres tes petits-enfants correctement. Ils devraient savoir qui est vraiment leur grand-mère. Des larmes coulèrent sur les joues de Monique. J'aimerais ça, Lucas. J'aimerais beaucoup ça. Après avoir raccroché, Chloé appela avec une réaction similaire. Choc, fierté, un désir de renouer le contact. Monique resta assise sur son porche, pisteur à ses côtés, et sentit quelque chose changer. La distance entre elle et ses enfants n'avait pas été permanente. Il fallait juste le bon catalyseur. Ce soir-là, elle se rendit au cimetière. Elle n'y était pas allée depuis l'enterrement de Pierre, ne pouvait se résoudre à faire face à sa tombe. Mais maintenant, elle marcha directement jusqu'à elle, s'agenouilla dans l'herbe et lui parla comme s'il était assis à côté d'elle. Elle lui parla de Pisteur, du chalet, de Nicolas et de son père et du secret de 40 ans. Elle lui parla des arrestations, de la capture de Moreau, de la justice enfin rendue. Et elle lui dit qu'elle était désolée pour la distance dans leur mariage, pour ne pas avoir été pleinement présente, pour avoir porté des fantômes dont il n'avait jamais connu l'existence. « Je vais être meilleure, dit-elle à voix haute. Je vais vraiment vivre au lieu de simplement exister. Je vais connaître mes petits-enfants. Je vais transformer ce chalet en quelque chose de bien. Et je vais prendre soin de Pisteur. » Le soleil se couchait alors qu'elle se dirigeait vers la tombe de Nicolas, à proximité. Elle était plus petite, plus vieille. La pierre patinait. Elle s'agenouilla et posa la main dessus. « Ils savent maintenant, dit-elle. Tout le monde sait ce qui t'est arrivé. Et l'homme qui l'a fait va payer.
Papa a essayé pendant des années de t'obtenir justice. J'ai fini ce qu'il a commencé. J'espère que vous pourrez tous les deux reposer en paix maintenant. Pister lui renifla la main, et Monique se leva. Le cimetière était paisible dans la lumière déclinante, et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle se sentit en paix aussi. 6 mois plus tard, Monique se tenait sur le porche du chalet de son père, regardant le soleil se lever sur les Cévennes. La structure avait l'air différente, maintenant restaurée, nettoyée, avec de nouvelles fenêtres et un toit renforcé. Mais la charpente était la même, et le panneau au bord de la clairière indiquait toujours « Chalet de la famille Rivière », bien qu'elle ait ajouté une ligne en dessous « Station d'observation phonique Nicolas Lambert ». Pister était assis à ses côtés, adulte maintenant, un magnifique loup au pelage gris-brun et aux yeux jaunes intelligents. Le louveteau était devenu son compagnon constant, s'adaptant à une vie hybride, assez sauvage pour parcourir la forêt pendant la journée, assez docile pour dormir sur le porche la nuit. Le bruit d'un véhicule fit dresser les oreilles de Pister. Monique sourit. De la visite. Le camion de Lucas entra dans la clairière et ses petits-enfants en sortirent en trombe. Manon, 7 ans, et Léo, 10 ans. Ils étaient venus au chalet 3 fois maintenant, chaque visite les rendant plus à l'aise avec la nature, plus curieux de leur grand-oncle Nicolas. Mamie. Manon monta les marches en courant et serra la taille de Monique. Pister est là. On peut aller en randonnée? Pister est juste là. Et oui, on peut partir en randonnée après le petit déjeuner. Ton père et moi devons d'abord vérifier les pièges photographiques. Lucas monta les marches plus lentement, transportant des provisions. Il avait l'air détendu, plus jeune en quelque sorte. Bonjour, maman. Belle journée. Oui, acquiesça Monique. Ils prirent le petit déjeuner ensemble pendant que Pister était couché sous la table, acceptant des restes des enfants. Après que Lucas et les enfants eurent exploré le ruisseau, Monique monta vérifier les caméras qu'elle avait installées autour de la propriété. La station d'observation de la faune devenait réelle. Elle documenta 3 meutes de loups dans la région, ainsi que des ours, des cerfs, des chats sauvages. Les images étaient envoyées à des chercheurs de l'université, contribuant aux efforts de conservation. Il semblait juste d'utiliser cet endroit pour protéger les animaux que son frère était mort en essayant de sauver. Chloé arriva cet après-midi-là avec son mari et sa fille adolescente. Le chalet était bondé maintenant, plein de bruit, de rire et de chaos familial. Monique prépara le dîner sur le vieux poêle à bois pendant que ses petits-enfants couraient dedans et dehors, Pister les suivant comme un gardien patient. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, les adultes s'assirent sur le porche. Lucas posa des questions sur le procès. Celui de Moreau s'était terminé le mois dernier. Monique leur parla de son témoignage, d'avoir fait face à l'homme qui avait assassiné Nicolas et n'avait jamais montré de remords, de la peine à perpétuité qu'il avait reçue. « Tu penses que papa serait fier ?» demanda Chloé. « Papy, je veux dire. »« Je pense qu'il serait soulagé, » dit Monique. « Il a porté cette culpabilité si longtemps. Sachant que c'est enfin résolu. Je pense qu'il peut reposer en paix maintenant. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant la forêt s'installer. Pister hurla une fois, un son long et mélancolique, et quelque part au loin, un autre loup répondit. Les frères et sœurs de Pister, peut-être, ou une autre meute. Quoi qu'il en soit, Pister ne semblait pas seul. Plus tard, seule dans le chalet, Monique ouvrit le journal de Nicolas à la dernière entrée. Elle l'avait lu des dizaines de fois, mais elle l'émouvait toujours. 2 août 1977. Dernier jour au chalet. Je ne sais pas si nous reviendrons un jour. Mais si quelqu'un trouve ça un jour, je veux qu'il sache que cet endroit était spécial. Nous étions heureux ici. Et certaines choses valent la peine d'être protégées. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Elle referma le journal et le plaça sur la cheminée à côté du couteau de chasse de son père et du petit camion. Des artefacts de l'histoire d'une famille, non plus cachés. Sur une impulsion, elle prit son téléphone et envoya un message sur la conversation de groupe de ses enfants. Merci d'être venu ce week-end, Tapat et elle. Je sais que je n'ai pas toujours été présente quand vous grandissiez. J'essaie de faire mieux. Je vous aime tous les deux. Les réponses arrivèrent rapidement. Des émojis cœur de Chloé. On t'aime aussi, maman, de Lucas. Simple, mais suffisant. Elle sortit sur le porche une dernière fois.
Pister se leva et se pressa contre ses jambes. Ensemble, ils regardèrent les montagnes, des formes sombres contre un ciel rempli d'étoiles. 3 mois après la mort de Pierre, Monique était venue dans ces montagnes en quête de silence et de solitude, ne voulant rien d'autre qu'échapper à son deuil. Au lieu de cela, elle avait trouvé un louveteau qui ne voulait pas partir, un secret de famille qui exigeait une résolution, et un but qui lui manquait. Elle avait découvert la vérité sur la mort de son frère et traduit ses assassins en justice. Elle avait renoué avec des enfants qu'elle avait failli perdre. Elle avait transformé un lieu de douleur enfoui en quelque chose qui honorait la mémoire de Nicolas et contribuait à la nature sauvage qu'il avait aimée. Et elle avait appris quelque chose sur elle-même, que le deuil ne doit pas être la fin. Que 62 ans, ce n'est pas trop vieux pour être courageux. Que parfois, le chemin à travers la perte mène exactement là où l'on doit être. Pister hurla de nouveau, et Monique se surprit à sourire. Elle n'était plus seule. Elle avait une famille, humaine et autre. Elle avait un but. Elle avait cet endroit, ces montagnes, ce monde sauvage et magnifique qui l'avait sauvée. Allez, viens, dit-elle au loup. Rentrons. Demain est un autre jour. Ils entrèrent ensemble dans le chalet, et Monique ferma la porte sur la nuit, mais pas sur l'avenir. Celui-ci ne faisait que commencer.